7 et 12 sièges. Ils seront non inscrits à l'Assemblée nationale. Vous êtes en direct sur France 3 et les premiers résultats avec vous, Stéphane Lippert. Oui, les premiers résultats, eh bien, ils nous viennent d'outre-mer, puisque c'est là, dans certaines régions et les territoires, qu'on a voté le plus tôt. Le premier résultat, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est Annick Girardin, on l'a vu tout à l'heure, mais on passe d'abord, vous le voyez, avec la Guyane, où le candidat de la Guyane est en tête. Il s'appelle Léanick Adam, et vous voyez, La République En Marche, 36%, 20% pour une figure du mouvement social en Guyane, David Raman, et la députée sortante d'Hiver Gauche, Chantal Berthelot, qui était soutenue par le PS, eh bien, est éliminée dès le premier tour. Voilà donc pour ces résultats en Guyane. Merci Stéphane. On va aller justement en Guyane, en Outre-mer, rejoindre Clotilde Séraphin, en direct de Cayenne. En Guyane, Clotilde, le PS est d'ores et déjà éliminé. Ben écoutez, bonsoir. C'est effectivement de la deuxième circonscription que nous vient la grosse surprise de ce premier tour des législatives en Guyane, avec ce duel entre deux jeunes, Léanick Adam, candidat de La République En Marche, et David Raman, sans étiquette, syndicaliste UTG EDF, l'un des ténors de la récente mobilisation générale. Ils évincent en effet la députée sortante Chantal Berthelot. Dans la première circonscription, en revanche, Gabriel Serville, le député sortant, se maintient. Il sera au deuxième tour face à la candidate de La République En Marche, là encore, Joëlle Prévost-Madère. Et puis notez, comme chez vous, cette abstention record, 75%. Merci Clotilde d'avoir été avec nous en direct de Cayenne. Fabienne, je me tourne vers vous. Finalement, ça confirme la présidentielle? Tout à fait, avec un gros revers pour la droite parlementaire, qui perd quand même près de 13 points par rapport à 2012, élection qu'elle avait perdue. Et puis, je pense qu'on peut parler d'effondrement pour le Parti socialiste, qui risque de voir le nombre de députés divisé par 10 par rapport à... Et ce qu'il faudra voir, c'est aussi qui aura un groupe, la France Insoumise ou le FN. A priori, la France Insoumise et les communistes pourraient en avoir plus. Voilà, place aux régions. On va se retrouver tout à l'heure, à partir de 21h. Place aux régions, place aux résultats dans votre circonscription, dans votre région. Et on se retrouve, nous, à 21h. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 21h. Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur pour vivre en notre compagnie ce premier tour des élections législatives. 42 circonscriptions, 42 députés à élire dans notre région, et quel que soit l'endroit où vous habitez en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous serons forcément à proximité de chez vous. Bonsoir Sylvie Depierre. Bonsoir à tous. Et bien sûr, nos équipes sont réparties sur tout le territoire de la région. Provence-Alpes-Côte d'Azur vont couvrir tous les départements, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône bien sûr, sans oublier Marseille et sa fameuse circonscription vedette, la 4e, où il y a Jean-Luc Mélenchon. On vous dit ça dans un instant. Cette soirée va être pleine de suspense et nous allons tout de suite la vivre. Alors, les premiers chiffres dont nous disposons, eh bien, c'est le taux de participation. Bonjour Christelle Marchand. Bonjour. Vous allez nous accompagner pendant toute cette soirée. Vous êtes politologue, vous travaillez à la faculté d'Avignon. Une participation très faible, à la fois sur l'ensemble du territoire, mais également sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 39,7, c'est le taux de participation pour notre région. 41,1, c'est le taux de participation pour le département des Bouches-du-Rhône, 43,1 taux de participation pour le département de Vaucluse. Pour le département des Alpes de Haute-Provence, ce taux de participation est de 44,2%. C'est le bon élève de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour le département des Hautes-Alpes, il est de 42,7. Visiblement, les gens ne se sont pas déplacés. C'est historique, hein, ce taux si bas. C'est historique, mais c'est dans la continuité quand même des scrutins législatifs précédents et notamment depuis l'alignement des élections législatives sur les élections présidentielles. C'est vrai, elles arrivent un mois après le scrutin présidentiel, donc la démobilisation est toujours assez significative. Maintenant, on a également eu une présidentielle pour laquelle le taux de participation était peu élevé par rapport au présidentiel. Donc il y a une logique de démobilisation et effectivement, il n'y a pas eu de mouvement sur cette élection-là. Alors justement, quelle légitimité pour les représentants de la représentation nationale? Alors, quand
la mobilisation est très faible comme ça, évidemment, le camp qui parvient à mobiliser le mieux, celui qui s'en sort le mieux. Donc il y a effectivement une légitimité. Les gens vont être élus ce soir, mais c'est vrai qu'on doit s'interroger quand même sur la faible capacité, y compris de La République En Marche, qui a quand même créé une dynamique sur cette présidentielle. Et sans nul doute, les chiffres que nous avons là témoignent de cette dynamique. Ne parvient pas à rassembler une partie des électeurs qui s'étaient mobilisés au second tour. Et pourtant, c'est passionnant et pourtant, il va y avoir des bascules et on ne sait pas du tout ce que sera cette soirée dans 2 heures et quels seront les résultats. En ce qui concerne la participation, nous retrouvons tout de suite Henri Migou qui va nous faire le tour du Var et de la Côte d'Azur. Oui, bonsoir. Eh bien, effectivement, taux de participation également ici très faible. Dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Dans les Alpes-Maritimes, le taux de participation non définitif est pour l'instant de 34,17%. C'est très faible quand on compare par rapport aux autres législatives en 2007 ou en 2012 où ils étaient de l'ordre de 44-41%. C'est presque 10 points de moins. Et puis, c'est extrêmement faible par rapport au premier tour de la présidentielle du 23 avril dernier où là, la participation était de 69% dans les Alpes-Maritimes. Donc, c'est à peu près moitié moins aujourd'hui. Même tendance à peu près ou presque dans le Var. Là aussi, un taux de participation non définitif qui est de 39,7%. Au premier tour de la législative d'il y a 5 ans, il était de 54%. Au premier tour de la présidentielle, le 23 avril, il était de 65,5%. Là aussi, des écarts énormes. Donc tendance confirmée pour cette faible participation dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Merci Henri. Et on va tout de suite rejoindre cette fameuse circonscription vedette de notre région, la 4e des Bouches-du-Rhône, depuis que Jean-Luc Mélenchon s'est parachuté sur le Vieux-Port. Alors Estelle Mathieu, on va beaucoup regarder du côté de chez vous ce soir, mais y aura-t-il vraiment des surprises ? Alors des surprises, je n'en sais rien pour l'instant parce que le dépouillement a commencé depuis une quinzaine de minutes environ dans les 28 bureaux de cette 4e circonscription. D'ailleurs là aussi, l'abstention est plus importante qu'en 2012. Jean-Luc Mélenchon a prévu de s'exprimer à 21h, mais exclusivement d'abord sur les résultats nationaux qui ne sont pas très bons pour le mouvement de la France Insoumise. Concernant la 4e circonscription de Marseille, sa circonscription, vous le savez, son résultat est très attendu à Marseille comme à Paris. Jean-Luc Mélenchon parviendra-t-il à bonifier son très bon score de la présidentielle, son meilleur score même, puisqu'il avait obtenu 40% des suffrages. À l'heure qu'il est, ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas arrivé encore au dock des Suds. Il est à Marseille, il a passé la journée à Marseille, très discrètement, sous le soleil marseillais. Merci Estelle. Un certain nombre de personnalités nous ont rejoints, politiques, nous ont rejoints sur ce plateau. Marie-Arlette Carlotti, bonjour, vous êtes députée sortante socialiste de la 4e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, de la 5e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. On vient de parler de la 4e, c'est pour ça. Vous avez décidé de ne pas vous représenter. Pour quelle raison ? Je pense par réalisme. Je crois qu'on va voir pourquoi, peut-être, et aussi parce que j'ai eu du mal de parler franchement et sincèrement à mes électeurs. Je leur disais à la fois, il faut que ça marche, il faut, excusez-moi du terme, il faut que finalement on lui donne sa chance. Alors du coup, on va voter pour les candidats En Marche. Et puis en même temps, ah non, mais moi je suis contre l'augmentation de la CSG, je n'accepterai pas la modification du Code du travail. Alors du coup, bof, on va être dans l'opposition. Donc c'était le grand écart. Mais est-ce que vous avez senti, je n'arrive pas à le parler, est-ce que vous avez senti sur le terrain un rejet des partis traditionnels tels que vous l'incarnez-vous avec le Parti socialiste ? À titre personnel, chaque fois les gens viennent vers vous, ils vous aiment bien, ils vous connaissent, ils savent que vous avez travaillé. Ce que j'ai senti, c'est une incompréhension. Elle était quand même bizarre, cette élection présidentielle. Et permettez-moi de parler du taux d'abstention. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait réenchanter la politique. Je vois qu'il n'a pas tellement enchanté les électeurs parce qu'il n'a pas réussi son premier challenge. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Quand il n'y a pas de débat d'idées, pas de débat de fond, c'est pas très intéressant. Moi, je suis allée dans ma circo, 23 candidats. Ça s'appelle l'embarras du choix. La circonscription la plus désirée de la région. Alors, il y a quelqu'un qui, au Parti socialiste notamment, a réussi à faire le grand écart, c'est Christophe Castaner. Et ce sera le grand absent de ce soir, le porte-parole du gouvernement. Il ne sera pas dans son fief de Forcalquier, où on retrouve tout de suite Véronique Bouvier. Véronique, est-ce que Christophe Castaner part favori? Est-ce que vous avez déjà des résultats peut-être ? Oui, alors nous avons des résultats qui semblent être définitifs. Vous savez qu'on disait
Donc Christophe Castaner pouvait être en danger dans sa circonscription. Il n'en est rien. Il est en tête et très largement avec près de 45% des voix. En seconde position, et ce n'est pas vraiment une surprise, c'est les candidats des Insoumis, Léo Walter, mais il fait 13,5%, donc vraiment très très loin derrière Christophe Castaner. Et puis il y a le Front National, un peu d'étonnement parce que le score est très faible et donc le Front National ne sera pas au deuxième tour, alors qu'on disait qu'il pouvait y avoir un duel entre Christophe Castaner et le Front National. Donc normalement, pas de surprise et plutôt une élection assez facile la semaine prochaine pour Christophe Castaner. On voit tout de suite les résultats d'ailleurs des Alpes de Haute-Provence. Et il y a des personnalités politiques de premier plan qui sont défiées par de parfaits novices. C'est le cas notamment pour le républicain et soutien de François Fillon, Éric Ciotti, qui va briguer à Nice un 3e mandat. Bonsoir Pascal Massat. Le président du Conseil général des Alpes-Maritimes aurait-il, lui, des raisons de douter ? Oui, bonsoir Sylvie. Alors justement, c'est la question qui se pose ici à Nice. Nice va-t-elle résister à cette vague de candidats en marche? Et comme vous le dites, notamment dans la plus emblématique des 3 circonscriptions niçoises, la première, Éric Ciotti, le député sortant, y brigue un 3e mandat. Le président du conseil départemental affiche une ligne claire d'opposition à Emmanuel Macron. Il affronte là une jeune novice de la politique, Caroline Reverso-Megnetti, investie par En Marche. Alors est-ce qu'elle va faire trembler l'un des hommes forts ici à Nice du département? Rien n'est moins sûr pour l'heure. On n'a pas encore de chiffres puisque les bureaux de vote ont fermé leurs portes il y a une vingtaine de minutes. On n'a pas encore les chiffres de participation. Reste que si l'on s'en tient aux chiffres qui circulent ici à Nice, la participation pourrait atteindre les 48%, ce qui voudrait dire que le 3e candidat devrait faire près de 25% des voix pour se maintenir. Pour l'heure, on n'a pas encore de résultats à vous donner. Merci beaucoup, Pascal. Sylvie Brunet, vous êtes la candidate de La République En Marche dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Vous avez des informations concernant votre résultat ? Bonsoir. Écoutez, j'ai pas les résultats définitifs, donc pour l'instant, je serai en tête. Je parle au conditionnel dans la plupart des communes. Voilà, dans les 9 communes de ma circonscription. Je rappelle que le député sortant dans cette circonscription-là, c'est Bernard de Flessel. Bernard de Flessel, voilà, qui candidatait pour un 5e mandat. Bernard de Flessel, qui représente les Républicains. Le fait d'être novice en politique, aujourd'hui, c'est un véritable atout. Vous l'avez ressenti quand vous avez fait campagne sur le terrain ? Je l'ai ressenti sur le terrain. Peut-être on arrive avec, c'est vrai, moins d'expérience politique, mais en même temps, il y a un besoin de renouveau et de changement. Je ne vous cache pas aussi que le fait d'être une femme a beaucoup porté, ne serait-ce que sur les marchés, dans des personnes que j'ai rencontrées. Je crois qu'il y avait envie aussi de voir apparaître des visages nouveaux. Voilà, donc ça m'a peut-être aussi servi. Est-ce que les gens savaient quel était votre métier, par exemple, votre parcours ? Parce qu'on le voit peu sur vos affiches, mais vous avez tous, chez République En Marche, un métier. Vous êtes juriste, vous avez été DRH chez Bull, J'aime Plus, et puis vous êtes professeur à l'école de commerce de Kedge. Oui, et puis je suis présidente de la section Travail et Emploi au Conseil économique, social et environnemental. Donc je travaille sur toutes les réformes. Et vous abandonnerez tout ça si vous... Complètement. D'abord, il y a déjà une incompatibilité parce qu'on doit, c'est dans le statut du CESE, donc je serais obligée d'abandonner. Alors le fait aussi de dire aux personnes... Tenez-vous normalement parce que sinon on va mal vous entendre et ça serait dommage. Le fait d'exprimer un engagement complet dans un mandat de député et non pas en cumulant avec d'autres types de mandats, c'est un point aussi, je pense, qui a compté beaucoup. Alors après, effectivement, dans mon parcours, j'ai croisé des étudiants. C'est vrai que je vis dans cette circonscription depuis 25 ans. Et je trouve que c'est un point important aussi. J'aime pas trop les parachutages. Samuel Jossia, le représentant de la France Insoumise. Alors, visiblement, les résultats, alors, au niveau national, on n'a pas de projection au niveau local, ne sont pas très bons pour la France Insoumise. Est-ce qu'à votre sentiment, ce n'est pas finalement Jean-Luc Mélenchon qui a raté l'entre-deux tours ? Je voudrais contester déjà, évidemment, comme d'habitude, sur les plateaux, les chiffres qui sont donnés. Je vais vous faire une comparaison tout à l'heure. D'abord, une précision, il n'y a pas de porte-parole de France Insoumise, donc je suis effectivement un militant acharné de France Insoumise. Voilà, une fois cette précision dite. Écoutez, d'abord l'abstention, comme d'autres, mais il ne faut pas se réfugier simplement derrière le chiffre de l'abstention, mais de sa nature, parce qu'on sait qui s'abstient.
Ceux qui s'abstiennent... Ma question, c'était, est-ce qu'il n'a pas raté son entre-deux-tours? Mais non, mais pas du tout. Pas voter pour Emmanuel Macron, clairement, et en faisant, après l'élection d'Emmanuel Macron, des déclarations à Rémi Fraisse et Bernard Cazeneuve. Ça n'a rien à voir. La France insoumise n'est pas arrivée à mobiliser les jeunes suffisamment, n'est pas arrivée à mobiliser les catégories les plus populaires, n'est pas arrivée à mobiliser les électeurs des cités populaires dont je fais partie, pas suffisamment. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pour ça que ce chiffre est celui que vous donnez. Cela dit, je tiens à vous faire remarquer, vous qui avez quand même un bon souvenir, que le chiffre qui est donné maintenant dans les estimations, nous verrons ce que ça va donner. Est soumis à évolution. Absolument. Mais constitue, si vous ajoutez la France Insoumise et le PC, ça fait le double. Nous rectifierons en direct, évidemment. Ça fait le double de ce que le Front de gauche réalisait il y a 4 ans, dans les mêmes conditions de difficulté d'abstention. Vous faites bien de le rappeler. Et nous allons continuer tout de suite notre tour de la région. Nous partons maintenant dans le Vaucluse, parce que l'une des surprises au lendemain de la présidentielle fut la démission de Marion Maréchal Le Pen. À Carpentras, dans la 3e circonscription de Vaucluse, donc, Noémie Dahan. Est-ce que ce départ a changé quelque chose, Noémie ? Alors ici, Sylvie, c'est la surprise. Je vais vous parler de résultats partiels, donc à prendre avec précaution. Mais pour le moment, c'est la candidate de La République En Marche qui est donnée en tête des suffrages avec 34% des voix. Brune Poirson, derrière elle, le candidat Front National Hervé de l'Épinot, suppléant de Marion Maréchal Le Pen avec 31% des suffrages. Et puis, loin derrière, Gilles Vève, candidat Les Républicains, UDI, arriverait avec 22% des voix. Ce ne sont donc que des résultats partiels à prendre avec précaution puisqu'il manque encore le dépouillement de grandes villes comme Carpentras, Monteux et Sorgues où l'on vote majoritairement Front National. Mais les militants ici au QG du FN veulent y croire et ils attendent d'autres résultats et la venue de Marion Maréchal Le Pen qu'il se fait pour le moment désirer. Et voilà, ce qui veut dire que du coup, le score de Marion Maréchal Le Pen n'a pas rejailli directement sur son successeur. Voilà, les résultats qui commencent évidemment à arriver, surtout dans les bureaux qui ont fermé à 18h. Première circonscription du département des Alpes-Maritimes du côté de Digne. C'est Gilbert Sauvant, les Alpes de Haute-Provence évidemment. C'est Gilbert Sauvant qui était député sortant. Il ne se représentait pas pour le Parti Socialiste. Et c'est Delphine Bagary pour La République En Marche qui arrive en tête avec 34,2% des voix, suivi de Odile Brun pour le Front National, 17,7% des voix. Et nous partons maintenant dans les Alpes-Maritimes. Nous allons à Menton, la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, où nous attend Olivier Chartier-Delegue. Le maire républicain du Cap-d'Aille, Xavier Bec, reprend le flambeau de Jean-Claude Guibal. Et il se retrouve dans une drôle de compétition, Olivier. Oui, Sylvie, d'abord un petit point de géographie, vous verrez, ça a son importance. Depuis l'endroit où vous vous trouvez à Marseille, cette circonscription, cette 4e circonscription des Alpes-Maritimes, eh bien, c'est la circonscription du bout de la France, puisqu'elle part de Villefranche-sur-Mer, immédiatement à l'est de Nice, et elle s'étend, en enjambant Monaco, elle s'étend jusqu'à la frontière italienne. Zone frontalière d'Ine et zone de passage de migrants, on verra si cette question qui est très clivante aura ou non un impact sur le vote de ce soir. Alors vous l'avez dit, Jean-Claude Guibal, le député sortant, les Républicains ne se représentaient pas et c'est son successeur désigné, on va dire, Xavier Bec, le maire de Cap-d'Aille, qui entre en lice pour les Républicains. Compte tenu des scores importants réalisés par le Front National dans cette circonscription au cours des précédents votes, on peut s'attendre à un duel au second tour avec Olivier Bettati. Olivier Bettati qui concourt sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. Mais la surprise peut venir de la candidate macroniste Alexandra Valletta-Hardisson. Et les tout premiers résultats partiels qui nous parviennent semblent accréditer cette hypothèse. C'est une femme de droite. Elle a quitté les Républicains et le conseil municipal de Grasse en mars dernier pour rejoindre En Marche. Et elle pourrait créer la surprise ici dans cette 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Alors un duel attendu, peut-être une triangulaire, peut-être un duel inattendu au bout du compte. On verra ce soir l'issue de ce premier tour. Merci Olivier Chartier. Partons dans le département des Hautes-Alpes, première circonscription du département des Hautes-Alpes où nous attend Pascal Boyer pour La République En Marche. C'est la circonscription où Karine Berger est députée pour le Parti Socialiste et députée sortante. Bonjour Madame Boyer, vous arrivez en tête avec 28% des voix. Le bureau a été complet, enfin tous les bureaux ont fini d'être dépouillés à 70%. Vous êtes largement en tête devant le candidat LR ou FN, on ne sait pas trop parce que c'est encore très très serré. Vous étiez membre du Parti Socialiste il y a encore peu de temps. Finalement, vous ne regrettez pas de l'avoir quitté ?
Non, j'ai rejoint le parti, la République En Marche en janvier. Et effectivement, quand on voit les résultats, je suis très très satisfaite d'avoir rejoint ce mouvement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter le Parti socialiste? Parce que vous estimiez que ce dernier ne correspondait plus à votre vision politique? Alors, j'ai quitté le Parti socialiste suite à mon élection en tant que conseillère départementale où le Parti socialiste local ne m'avait pas redonné mon investiture suite à un recours que nous avions fait avec mon binôme. Merci Pascal Boyer. A priori, donc Karine Berger pour le Parti socialiste ne serait pas qualifiée pour le deuxième tour. Dominique Tian nous a rejoint pour poursuivre cette émission. Candidat dans la deuxième circonscription, candidat LR dans la deuxième circonscription du département des Bouches-du-Rhône dans les quartiers sud de Marseille. Ce raz-de-marée, pour l'instant, et s'il se confirme, des candidats de la République En Marche, est-ce que, même question qu'à Marie-Hélène Carlotti, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui vous incarnez, alors pas vous, intuitif personnel, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous représentez un parti politique dont les gens ne veulent plus? Oui, alors je viens d'écouter Mme Boyer, là, on en parlait avec Mme Carlotti, elle a quitté le PS parce que finalement, chez En Marche, ça marchait plutôt mieux, et au point de vue marketing, c'était plus porteur. Bonjour les arguments. Bonjour la déontologie, bonjour les convictions. Okay. Bon, je veux pas. Réflexion faite, Dominique Tian. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment? Je suis candidat parce qu'au PS, ils m'ont plus voulu. Bon, voilà. C'est un signe. C'est pas impossible. Mme Brunet, que je connais bien, c'est lui. Elle n'est pas tout à fait novice en politique. Je l'ai connue adjoint au maire, voilà, à Cassis. Bon, dans une autre formation politique. À l'époque, elle n'était pas vraiment à gauche. C'est plutôt un peu à droite. Est-ce qu'il faut que je repose ma question? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'incarner un parti politique dont les gens ne veulent plus? La politique à l'ancienne. Et pourquoi? Eux, ils représentent quoi? Des gens du PS qui ont été recyclés en fonction d'un marketing organisé par des personnes. Mais auquel on ne faisait peut-être pas de place ailleurs, justement, puisqu'il n'y a pas de renouvellement suffisant. Le problème, si vous permettez, n'est pas exactement là. Je crois qu'il y a des gens qui ont des convictions et qui font de la politique, non pas pour forcément être élus, mais pour défendre des convictions. Bon, et quand on a des convictions chez LR, on essaie de les défendre jusqu'au bout. Bon, et c'est normal. Et je crois qu'il n'y a pas un refus de LR. On est à 21%, semblerait-il. Bon, c'est vrai qu'en Marche est devant, mais il n'y a pas un refus. Je rappelle simplement que Emmanuel Macron, quand il est élu, n'a qu'un point et demi d'avance sur François Fillon, malgré tout ce qui, sur le plan médiatique, François Fillon a subi. Donc ne parlez pas d'enthousiasme. Le jour où Emmanuel Macron est élu, il n'y a personne sur le Vieux-Port, il n'y a personne à Lyon, il n'y a personne à Paris, personne ne fait la fête. Parce que tout simplement, ce phénomène, il est en grande partie, qu'on le veuille ou non, totalement marketisé. Un dernier exemple, il est où l'élan dans les bureaux de vote? On n'a même pas voté à 50% à Marseille. Les gens ne sont pas allés. Un dernier exemple, Thierry, parce que j'ai juste la parole. Où ils étaient les assesseurs de M. Macron aujourd'hui? Il n'y en avait pas un dans les bureaux de vote. Il y a un bureau sur 10 qui était tenu. Tout ça est très virtuel. Factuellement, les candidats de la République En Marche ont l'air d'être en tête. En Marche, c'est quelque chose. Où est-ce que vous vous situez, vous, Dominique Tian? Où est-ce que vous vous situez, vous, Dominique Tian? Je rappelle que le Premier ministre est issu de vos rangs. Renaud Muselier, qui sera sur notre plateau dans quelques instants, est allé faire campagne pour un candidat de la République En Marche dans le département des Alpes-Maritimes. Voilà, on sent aussi qu'il y a des... Et puis il y a pas mal de candidats, les Républicains, qui ont rejoint ce mouvement. Où est-ce que vous vous situez? Et Bruno Le Maire, que vous avez soutenu, est rentré au gouvernement et vous êtes contre lui. Ben oui, voilà, il y a des choses en politique qui nous échappent. Bon, il y a des gens de conviction et c'est vrai qu'autour de Jean-Claude Gaudin notamment, on a décidé tous de continuer à nous battre pour nos convictions parce qu'on croit que c'est important qu'il y ait une opposition constructive, qui fasse son boulot d'opposition, mais qui peut aussi encore gagner. Parce que le phénomène Macron, on verra très très vite, dans quelques semaines, dans quelques mois, que tout ça est très virtuel, qu'il n'y a pas de conviction. Donc vous êtes clairement dans l'opposition. Vous êtes clairement dans l'opposition. On subit, c'est vrai, mais vous allez voir très vite qu'on va Vous êtes clairement dans l'opposition. Mais bien sûr. Mais c'est ce que ne veulent plus les Français, puisqu'ils veulent que tout le monde participe et qu'il y ait une co-constructivité. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que vous essaierez de le faire? Le parti unique, ça existe nulle part dans le monde. Ça n'existe pas, le parti unique. Mais travailler ensemble, pas faire de l'obstruction systématique. Bien sûr, on travaillera ensemble quand on sera d'accord pour travailler. Prenons un seul exemple. Quand le président Hollande nous parle de l'état d'urgence, évidemment que nous, les Républicains, on a voté l'état d'urgence. On lui a dit, sur la déchéance de nationalité, on va perdre des mois et la loi sera moins intéressante. Il ne nous a pas écoutés. Il aurait mieux fait d'écouter
d'écouter l'opposition constructive avec les Républicains. Bon, et à ce moment-là, on aurait progressé. Nous sommes prêts, avec François Baroin, à accompagner le président sur les bonnes mesures. On le commentera sur les mauvaises. Avec François Baroin comme Premier ministre. La première mauvaise décision sera l'augmentation brutale de la CSG de 1,7%. Et après, alors après on y reviendra, Dominique. Après les grands objectifs nationaux, les histoires locales de la politique, car avance dans la seconde circonscription des Alpes-Maritimes se déroulait une confrontation assez particulière entre le maire et sa première adjointe. Et nous retrouvons tout de suite Olivier Orsini. Oui, bonsoir à tous. Le maire UDI face à la première adjointe UDI, Loïc Dombreval face à Anne Satonnet. Loïc Dombreval qui a, à la dernière minute, choisi de soutenir Emmanuel Macron. Anne Satonnet qui, elle, avait l'investiture des Républicains et de l'UDI. En position d'arbitre, le Front National, qui avait, au soir du premier tour de la présidentielle, a réalisé un très bon score avec près de 30% des voix. Mais là, selon nos chiffres, nos premiers chiffres, Loïc Dombreval arriverait en tête, suivi du Front National, puis de Anne Satonnet. Dombreval, par exemple, en tête à Carrosse avec 33,50% des voix, devant le Front National 30,84%, Madame Satonnet 12,56%. Elle ne pourrait pas, semble-t-il, se maintenir au second tour. Merci beaucoup Olivier. Celle qui a porté les couleurs, la bannière de La République En Marche dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est Corinne Versini. Corinne Versini, candidate dans la 4e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, la fameuse circonscription star, vedette, celle où se présente Jean-Luc Mélenchon. Corinne Versini, que nous avons rencontrée il y a quelques minutes et qui se réjouit, non pas de son résultat, on n'a pas encore de résultat sur cette circonscription-là, mais qui se réjouit du résultat global des candidats de La République En Marche. Écoutons-la, Corinne Versini. La République En Marche, apparemment, sera le premier parti de France, effectivement. Et bien, écoutez, on va voir, hein, on a le premier tour, là. Maintenant, il va falloir recommencer à travailler demain pour le second tour, parce que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de duels. Et ben, il va falloir les mener partout sur le territoire. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est pas tout à fait facile de l'entendre parce qu'il y avait quand même du bruit autour d'elle. Je ne suis pas sûre qu'au QG du FN à Marseille, nous allons retrouver Jérémy Essas, il y aura autant de bruit puisque je crois que les principaux dirigeants et Stéphane Ravier notamment, Jérémy, est-ce que vous nous entendez, se sont enfermés dans leur bureau. Jérémy, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'il y a un peu d'ambiance et quel est le sentiment là-bas au Front National? Très mauvais. Eh bien écoutez, oui, alors ils ont commencé à arriver en fait les sympathisants du Front National, puisque dans cette circonscription les enjeux sont importants, hein, puisque la députée sortante n'est autre que Sylvie Andrieux, une figure du Parti socialiste marseillais. Elle a été condamnée pour détournement de fonds publics et donc elle n'a pas pu se représenter. Une vacance donc ouverte où Stéphane Ravier, donc du Front National, sénateur et maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, pourrait arriver en tête. Il a fait 31% au second tour des élections présidentielles. Face à lui, une autre favori, la candidate de la France Insoumise, Sarah Swalihi, est également bien placée pour passer le premier tour. Elle a fait 24%, juste derrière Stéphane Ravier, au second tour de la présidentielle. Ce sera dur pour les Républicains, représentés par Richard Miron, et dur également pour la candidate de La République En Marche, Alexandra Louis. Ils sont loin derrière les deux favoris. Un scrutin disputé dans une circonscription composée de grands ensembles et de noyaux villageois. Merci Jérémy. Christelle Marchand, visiblement on se dirige avec une assemblée, alors il y a un deuxième tour encore dimanche prochain, mais visiblement très très renouvelée. Hein. Alors oui, très renouvelé. Après, bon, voilà, si on regarde un petit peu les candidats de La République En Marche, hein, le renouvellement, il est d'abord générationnel, ça c'est très clair, hein, c'est-à-dire une moyenne d'âge autour de 47 ans. Deuxième élément de renouvellement, c'est sans doute aussi la parité, un équilibre plus grand entre les femmes et les hommes, et puis un rééquilibrage aussi au niveau de la représentation du service privé, on va dire, enfin du secteur privé par rapport au public. Donc ça, c'est le vrai renouvellement. Ensuite, on a quand même voilà, des candidats qui avaient déjà exercé des mandats locaux pour un tiers, des mandats pour un tiers des candidats. Et puis ensuite, les 2 tiers qui restent, on se retrouve quand même avec des gens qui, s'ils n'ont jamais exercé de mandat, ont quand même voilà, une proximité avec les pouvoirs, avec le pouvoir, avec les centres de décision. Donc voilà, le renouvellement... Pourquoi une proximité avec le pouvoir? En raison de leur profil sociologique? Parce que ce sont des diplômés, des ingénieurs, des sortis d'école de commerce, des cadres.
Sylvie Brunet, qui a exercé des métiers au niveau directionnel. Tout à fait. Il n'y a pas de. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un élargissement en fait de cette classe politique qui prétend représenter en fait l'intégralité de la population. L'abstention nous montre quand même aujourd'hui que vous avez des gens qui n'ont pas participé, des gens qui ne se sentent pas non plus représentés. Donc, on risque d'avoir effectivement le renouvellement va se voir aussi au niveau des pratiques. Et il va falloir voir comment ces candidats-là au quotidien vont faire de la politique autrement, puisque c'est aussi le message de la République en marche. Il y a un risque d'amateurisme aussi. Alors, un risque d'amateurisme, certes, avec peut-être une place encore grande pour les techniciens de la politique. Alors, on dénonce encore plus grande, aussi la technocratie. Voilà, donc là, il y a des questions quand même qui se posent. Alors, c'est vrai que la politique est un métier, est devenu un métier complexe aussi. Donc, voilà, on est vraiment dans effectivement un renouvellement parce que les têtes changent, mais aussi une difficulté pour les électeurs de se positionner sur ces nouveaux candidats. Marielle Carlotti, est-ce que le Parti socialiste sera encore debout, pas demain, mais lundi prochain ? Alors moi, je ne contesterai pas les chiffres. Je suis assez consternée. Je sens bien que ça ne va pas bien se passer pour le Parti socialiste. C'était annoncé de toute façon. Mais on va se refaire. En tout cas, c'est obligé. Ce pays, il doit porter une gauche. Il doit avoir une gauche de gouvernement, une gauche qui part de où et qui va jusqu'où ? Je ne suis incapable de vous dire quand on va se refaire et comment on va se refaire. Là, il faut nous laisser passer le coup derrière la nuque. Et finalement, on a toujours porté les grands mouvements sociaux. C'est nous qui avons fait avancer les droits de protection des travailleurs quand on était au gouvernement. C'est nous qui avons... Le pays a besoin d'une droite et d'une gauche. Moi, je suis contre le fait qu'on dise ni droite ni gauche. Oui, qu'on puisse travailler ensemble dans l'intérêt collectif, qu'on se respecte. Mais la démocratie, elle ne vit que parce qu'il y a du conflit, de débat de fond. Pas du tout des conflits d'hommes, pas du tout, ça c'est exaspérant. Mais comment va être cette Assemblée nationale s'il y a un grand parti unique au milieu et puis pousser dans les ailes d'autres partis beaucoup plus faibles? Comment elle va vivre? Comment ils vont travailler? Vous dites que vous avez une formation, que vous travaillez, que vous avez une vie professionnelle. Moi aussi, vous allez dans 1 an, vous deviendrez des politiciens. Vous ne serez plus issus de la société civile. Je vous donne 1 an. Moi aussi, j'ai travaillé. J'étais cadre dans l'aéronautique. Donc, je suis issue, moi aussi, de la société civile. Sauf que vous ne pouvez pas garder pour les hommes vos entreprises. Il faut travailler. Il y a des votes de nuit. Il faut être là tout le temps. Donc, il va falloir faire des choix. Et dans 1 an, on vous traitera de politiciens. Ils ne sont pas encore élus et ils n'ont pas encore pris leur fonction. Oui, parce qu'au passage, on n'est pas encore élus. Au cas où vous seriez élus. Alors, on va voir. Il y a déjà des réactions. On va avoir le temps de revenir sur ces thèmes qui sont quand même très intéressants, de la façon dont on exerce la vie politique ensuite, une fois qu'on est élu. Et on va aller voir, parce qu'il y a des réactions sur nos réseaux, sur le site internet de France 3, sur les réseaux sociaux. Et on va retrouver Marie Baye qui va nous présenter aussi le dispositif. Oui, d'abord une réaction du maire de Nice, Christian Estrosi, qui analyse les mauvais résultats de son parti, les Républicains, sur le plan national. Il analyse que les Français, les électeurs, refuseraient une cohabitation dure et stérile, une invitation à s'unir à la majorité présidentielle du gouvernement d'Emmanuel Macron. Sur le dispositif Internet, nous continuons de vous présenter minute par minute les résultats dans votre commune, votre département, sur notre site paca.france3.fr. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, à nous interpeller. Nous sommes là pour répondre. Merci beaucoup Marie, nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Et j'avais une question pour Sylvie Brunet, en réaction à ce que disait Marie-Arlette Carlotti. Est-ce que ce n'est pas regrettable que chez République En Marche, il y ait si peu de représentation d'ouvriers, de petits employés? Est-ce qu'on ne peut se présenter que si, par exemple, on a les moyens matériels déjà d'investir pour le faire? Et ça sera l'étape d'après. L'étape d'après, c'est-à-dire dans 5 ans, quand on sera dans d'autres élections, parce que c'est un mouvement qui démarre, qui a qu'1 an quand même. Je vous rappelle que ça n'a qu'1 an. Alors, moi, je suis un peu surprise de ces réactions, parce que ça n'a pas dérangé grand monde quand il y a eu d'autres élections, il y a 5 ans, avec d'autres présidents de la République, où on avait quand même une majorité aussi d'élus à l'Assemblée nationale d'une certaine couleur politique et d'un certain parti. C'est un peu la règle du jeu. Là, ça choque tout le monde, parce que c'est la République En Marche. L'élection présidentielle était avant l'élection législative, on sait qu'il y a une plus-value forte pour l'élection qui suit. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet. C'est un sujet parce qu'on a une monocouleur en termes de catégories socio-professionnelles. Pour les personnes qui se portent candidates, ne serait-ce que ça, parce qu'on n'a pas forcément des candidats qui se présentent, qui viennent du milieu ouvrier ou agriculteur, il n'y en a pas assez. Mais déjà, c'est un progrès si on a des personnes qui viennent effectivement du monde économique. Mais avec un peu tous le même profil. Mais bon, on verra le profil des personnes une fois qu'elles seront élues. Dominique, sur Christian Estrosi, sur la réaction de Christian Estrosi,
qui fait une analyse de l'échec à confirmer de son parti politique, Christian Estrosi, dont on sait qu'il y a eu un certain rapprochement avec Emmanuel Macron. C'est son problème. Voilà, moi, je commente pas. Je dis simplement, ce qui est grave dans l'expérience Macron, et c'est pour ça que les Républicains réagissent, c'est l'absence de colonne vertébrale et de décisions qui seraient des décisions. Par exemple, on revient sur la CSG. Il y a une augmentation très importante de la CSG qui va être ordonnée dans quelques temps, et on dit ça va servir. Et les ordonnances sur la réforme du droit du travail. Les ordonnances, on peut en parler également. Beaucoup de vos amis ont validé ça. Hein. On n'a pas validé aussi qu'une partie de la taxe d'habitation des Marseillais serait maintenant prélevée directement par l'État pour être à nouveau redistribuée. Bon, il y a quand même des choses tout à fait importantes sur le plan fiscal et sur le plan économique qui vont arriver et qui vont déboussoler les Français. Or, nous, simplement, ce qu'on dit, c'est que dans notre pays, on paie beaucoup d'impôts et que Macron, on ne sait pas vers quoi il va. On sait simplement qu'il veut diminuer les charges sur les entreprises, que le Code du travail doit être tout à fait modifié dans l'urgence. Bon, il y a un certain nombre de décisions qui sont très théoriques, mais ensuite qui vont s'appuyer sur une majorité faite de briques et de broc. Je m'excuse quand même de vous dire que la majorité des recyclés candidats auprès d'Emmanuel Macron viennent de la gauche. Voilà, n'oublions pas ça. Il y a quelques républicains. C'est un peu la musique des républicains, ça, de dire que c'est du recyclage. Voilà. Samuel Joshua, et puis on part à Arles après, juste après. Samuel Joshua, vous souhaitiez intervenir. En 2012, quand Hollande a été élu, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient d'espoir dans cette élection, du moins dans mon camp. Et pourtant, on a été déçus. Et là, maintenant, avec En Marche, il y a la confusion générale, parce que pas grand monde sait exactement quel est le programme qui va être mis en œuvre, on le cache. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que la réaction vis-à-vis de En Marche, de ce gouvernement, sera multipliée au carré par rapport à ce qu'elle a été par rapport à Hollande. Ce pays ne pourra pas supporter la politique qui est conduite avec à moitié l'accord de la droite et à moitié l'accord de l'Assemblée socialiste. Ça ne sera pas possible. Et j'ai une deuxième chose, un deuxième commentaire très important, excusez-moi à vous signaler, parce qu'on n'a pas encore parlé, parce que bon, ce n'est pas votre faute, hein, mais l'échec du Front National à cette élection est une excellente nouvelle. Donc il faut voir comment nous allons avoir une configuration générale. Nous avons En Marche qui est très majoritaire pour cette élection, avec une politique qui va être contestée très rapidement. Et la seule opposition sérieuse qui va se manifester, c'est celle qui sera autour de la France insoumise. Et alors, on va la force marchande de l'affaire. On va tenter de faire une vérification de ce que vous venez de dire. Ce ne sera que sur un exemple, celui de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône. Nous allons retrouver Jean-Louis Boudard à Arles. Justement, on se demandait si le retrait de Michel Vauzel, qui ne se représentait pas, pourrait profiter à la très populaire frontiste Valérie Lopi, qui est du côté de Tarascon. Jean-Louis, qu'en est-il ? Bien écoutez, vous vous en souvenez peut-être en 2012, ici même dans cette 16e circonscription, au second tour de l'élection législative, Michel Vauzel ne l'avait emporté que de 1354 voix face à Valérie Lopi. Alors effectivement, le retrait de Michel Vauzel semble ce soir favorable à la candidate du Front National qui arrive donc en tête dans 2 des 3 villes les plus importantes de cette circonscription, à savoir Tarascon, bien sûr, le fief de Valérie Lopi, mais également à Miramas où Valérie Lopi arrive en tête. En revanche, sur la ville d'Arles, qui représente environ un tiers des 90 000 électeurs de cette circonscription, c'est la candidate de La République En Marche, Monica Michel, qui arrive en tête avec 30%, talonnée par Valérie Lopi. Je pense que de toute façon, ce soir, ça risque d'être serré entre les 2 candidates, celle donc du Front National et celle de La République En Marche. Ce serait quelque part une sorte de remake de l'élection de 2012, avec cette fois-ci non plus le Parti socialiste, mais le parti d'Emmanuel Macron. Marielle Carlotti, sur ce que disait Samuel Jossiat tout à l'heure concernant le programme d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a tout à jeter ? Alors moi, il y a 2 choses. D'abord, il se réjouit du recul du Front National, moi aussi. C'est quand même notre principal objectif dans ce pays, de défendre la République et la démocratie. Attendons de voir le 2e tour. Et deuxièmement, je n'ai pas contesté le fait, d'ailleurs je n'ai pas à le contester, qu'En Marche ait beaucoup de députés. C'est les électeurs qui décident, d'abord, avant tout. Donc ça, c'est clair. Deuxièmement, oui, bien entendu, c'est toujours comme ça depuis l'inversion du quinquennat. Je vous coupe, car oui, Jean-Luc après Mélenchon... Non, absolument, je vous redonne la parole juste après, mais Jean-Luc Mélenchon est en train de parler. Nous l'écoutons et puis on revient sur le plateau avec vous dans une poignée de minutes. Écoutons-le. La France insoumise voit ses candidats présents dans des dizaines de circonscriptions au second tour. C'est pourquoi j'adresse un appel au milieu populaire et de la jeunesse
qui se sont moins mobilisés cette fois-ci que pour l'élection présidentielle. Je leur dis, considérez avec attention votre responsabilité personnelle dans la semaine qui vient. Au deuxième tour, ne donnez pas et ne permettez pas que soient donnés les pleins pouvoirs au parti du président, ni à ceux qui s'en réclament directement parce qu'ils ont l'étiquette La République en marche, ni à ceux qui, ayant d'autres étiquettes, Parti socialiste, les Républicains, se préparent tout soudain au lendemain de l'élection à changer de camp. Soyez vigilants, attentifs au cas par cas. Partout où vous avez la... Voilà, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, on fera un résumé de tout ce que le candidat de la France Insoumise dans la 4e circonscription est en train de dire et on le rediffusera un petit peu plus tard dans l'émission. Mariella Carlotti, sur le programme d'Emmanuel Macron, sur la défaite du Front National, enfin défaite relative. On attend. Voilà, on attend. Ça c'est fait, vous l'avez évoqué, mais sur le programme d'Emmanuel Macron. Sur le fait que les électeurs veuillent donner une majorité au président de la République, c'est assez traditionnel dans la 5e République et particulièrement depuis le quinquennat. Hein. Ça fait même pas 2 mois que nous avons voté. Donc ils ne se démentent pas, ils ont voté, ils continuent. Mais après, ce qui est mon problème, c'est qu'on a voté depuis le début une élection bizarre où le débat d'idées n'a pas eu lieu, presque pas. La présidentielle était psychédélique. Et aujourd'hui, effectivement, je crains que pour la démocratie, le fait qu'il n'y ait pas un choix projet contre projet soit dangereux. Moi, avec Emmanuel Macron, Carlotti, il faut qu'Emmanuel Macron ait la majorité absolue pour pouvoir s'exprimer et développer son programme ou pas. Moi, je veux que la gauche existe parce que nous portons des valeurs et des vraies, et elles viennent depuis longtemps. Par exemple, je ne serais pas d'accord... La gauche, c'est quoi aujourd'hui ? Eh bien, ce sont des gens qui défendent le droit du travail et qui n'accepteront pas la modification... La loi que vous avez votée ? Non, que je n'ai pas votée parce que d'abord, on nous a malheureusement... Parce qu'on n'a pas pu la voter à cause du 49.3, ça. Oui, mais alors il faut regarder... Il faut regarder le travail des parlementaires. On n'a pas pu le voter. Mais en effet, moi... Il faut regarder les millions de manifestants qu'il y avait aussi. Vous permettez... Bien sûr, madame, je vous laisse parler. Donc, on ne veut pas, effectivement, inverser la hiérarchie des normes. On ne veut pas le plafonnement des indemnités prud'homales, puisque je me suis engagée personnellement sur ces 2 questions. Donc, il y a beaucoup de problèmes et de points sur lesquels la gauche existe, parce qu'elle défend ces valeurs-là. Alors, sur certains points, je regarde, je serai vigilante, mais sur d'autres, on sera intransigeante. Sauf qu'on risque d'être peu à l'Assemblée nationale pour ça. Mais peu aussi parce que le Parti socialiste, par exemple, dans notre région, présente 25 candidats, quand, par exemple, le Front national en présente 42, et les Républicains une 40aine. Si vous ne présentez pas de candidats, vous ne risquez pas d'être nombreux non plus à l'Assemblée nationale, de toute façon. Je crois que ce n'est pas la principale cause, malheureusement. Ça peut en être une aussi, de représentation globale sur le terrain. Un vrai problème à l'égard de ce qu'est le Parti socialiste, divisé, écartelé. On a fait des choses très positives au gouvernement, on a fait beaucoup de bêtises aussi. Et on n'a pas su assumer à la fois le positif et dénoncer le négatif. Moi, par exemple, j'ai voté contre la déchéance de nationalité. J'ai trouvé que ça divisait la gauche, ça divisait le pays pour rien. Voilà ce qu'on a fait. Donc on a fait aussi des belles choses et des choses très négatives. Et c'est ça qui est impacté aujourd'hui. C'est pas qu'on ne présente pas de candidat, vous savez. Je suis sur l'incarnation de la gauche. Qui doit l'incarner ? Vous, la gauche radicale, et une espèce de social-démocratie plutôt du côté du Parti socialiste, c'est ça ? La modification qui s'est passée à l'élection présidentielle, c'est que pour la première fois, depuis très longtemps, la gauche radicale atteint près de 20% dans le pays. Ce n'est pas annulé parce que nous connaissons là, parce qu'il n'y avait pas du tout le même nombre de votants. Donc elle est en situation de proposer à l'ensemble du pays une politique de rupture. Mais évidemment, elle ne va pas le faire seule. Elle va le faire avec tous ceux... Avec qui Jean-Luc Mélenchon a rompu les négociations avec le Parti communiste. Mais non, mais bien entendu. Jean-Luc Mélenchon a rompu... Avec tout le monde. Mais non, mais parce qu'il faut regarder les conditions dans lesquelles... Quand ces choses-là se produisent... Par exemple, il a lancé un appel à Benoît Hamon, que tout le monde a oublié, en lui disant, Benoît Hamon, s'il quitte le Parti socialiste, il peut y avoir une alliance immédiate. Excusez-moi, mais vous voyez, au moins, vous voyez là, la gauche divisée, c'est un vrai problème. On a des impératifs horaires. Juste, je reviens sur nos rendez-vous ce soir. Nous avons un nouveau rendez-vous à 21h15, puis à 22h15. Des résultats, des invités, des analyses et des commentaires, et encore une fois, au plus près de chez vous, avec 2 programmes bien distincts, l'un en Provence-Alpes et l'autre en Côte d'Azur, avec une soirée qui sera animée depuis le plateau de Antibes par Jean-Bernard Vitiello et par Hélène Maman. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Quel dispositif ce soir sur France 3 Côte d'Azur, Jean-Bernard ?
Alors effectivement, avec Hélène, on vous proposera un dispositif essentiel sur le Var et sur les Alpes-Maritimes, avec beaucoup de correspondants, notamment des correspondants à Draguignan, mais également nos journalistes qui seront présents à Cannes, qui seront présents à Nice, à Menton, dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, et puis surtout à Vence, donc dans cette 2e circonscription, où il y a un duel important entre le maire de la ville, Loïc Dombreval, qui se présente contre sa première adjointe. Et puis sur ce plateau, Henri Migou nous apportera son éclairage, ses analyses pour nous permettre de mieux comprendre ces résultats, de les mettre en perspective. Et puis, bien entendu, nous recevrons de nombreux invités, des candidats, mais aussi des responsables politiques, parmi lesquels Jean Leonetti, député sortant Les Républicains dans la 7e des Alpes-Maritimes, Xavier Garcia, secrétaire fédéral PS dans les Alpes-Maritimes, ou encore Loïc Dombreval, candidat En Marche dans la 2e des Alpes-Maritimes. Et puis des invités nous rejoindront au fil de la soirée. Ils seront en duplex depuis nos différents points de direct. Et cela donc jusqu'à 23h avec évidemment une interactivité avec vous, donc les téléspectateurs de la Côte d'Azur, du Var et des Alpes-Maritimes. Vous pouvez suivre le fil de la soirée évidemment sur notre site internet, mais également sur notre site Facebook ou également sur Twitter avec le hashtag LégislativePACA. Vous pouvez également nous donner votre avis, ce que vous ressentez, ce que vous percevez de la soirée avec vos réactions. Voilà donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h15. Le rendez-vous est pris. Merci Hélène, merci Jean-Bernard. À tout à l'heure. Christelle Marchand, sur cette faible mobilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura très peu d'élections, enfin de qualifiés au premier tour et quasiment pas de triangulaire. Quasiment pas de triangulaire, oui, certainement. Hein, c'est l'effet d'une faible mobilisation. Comment se traduisent ces résultats? Je pense quand même qu'il ne faut pas perdre de vue le premier tour de la présidentielle et cette disparition de la gauche et de la droite dont on parle beaucoup. Quand on regarde quand même le premier tour des présidentielles, la gauche à droite était là et assez bien représentée, éclatée dans des formations politiques. Donc c'est sûr que là, le positionnement des électeurs qui se mobilisent moins, notamment les plus éloignés de la politique, qui ont du mal à comprendre en fait l'intérêt de cette élection, il n'empêche que quand ils ont des repères clairs, ils ont plus de facilité à se positionner. Et les repères clairs aujourd'hui, ce sont aussi les personnalités des candidats, comme un phénomène de personnalisation de la vie politique. Les gens se mobilisent quand vous avez des candidats qui incarnent des courants, beaucoup moins quand ils ont du mal à identifier aussi clairement quelle étiquette politique et quel candidat. Et s'il n'y a pas de triangulaire, ça veut dire que ça ne sera pas favorable au Front National. En effet, parce que, et puis peut-être que ça sera aussi l'occasion de voir avec une qualification des candidats Front National sur un deuxième tour, comment ils arrivent à mobiliser dans l'entre-deux tours ou pas, puisqu'effectivement il n'y aura a priori pas de front républicain dans ces cas-là. Et puis ça évitera peut-être des désistements particulièrement douloureux en fonction des partis qui sont concernés. Voilà, merci à tous les quatre. Vous restez avec nous, puisque évidemment ce soir nous sommes en direct avec vous tout au long de cette soirée. On va se quitter pendant 15 minutes et puis évidemment on compte sur vous puisque nous reviendrons sur France 3 Provence-Alpes à partir de 21h15. Voilà, donc un petit quart d'heure avec la rédaction nationale et puis on revient vers vous tout de suite. À tout à l'heure. Oui, la soirée continue sur France 3. Retour sur l'antenne nationale pour vous donner une vision générale de ce premier tour des législatives. Et déjà, ce record, c'est celui de l'abstention. Regardez, on a affiné notre chiffre ipsos-soprastérien, 51,2%. C'est du jamais vu sur la Ve République. Et c'est même plus que ce qu'on vous disait tout à l'heure à 20h. C'est un point de plus d'abstention, 51,2%. Alors on va voir maintenant ce que ça donne dans la répartition en sièges à l'issue de ce premier tour, ce que ça pourrait donner en extrapolant. En attendant le second tour dimanche prochain, ce serait donc La République En Marche Modem qui serait le premier groupe très largement devant dans une fourchette de 390 à 430 sièges. LR, UDI, Divers Droite, 85 à 125 sièges. Viendrait ensuite le Parti Socialiste et ses alliés entre 20 et 35 sièges, compte plus de 250 à l'heure qu'il est. Dans la France Insoumise, Parti Communiste, 11 à 21 sièges. Le FN, 3 à 10 sièges. Et les autres non investis, 7 à 12 sièges. On va voir maintenant la répartition parti par parti. Par force. Que par pèsent force. Et évidemment, partis. s'il y a une majorité La République En Marche Modem, c'est parce que La République En Marche Modem arrive en tête des votes et des voix, selon l'estimation Ipsos-Soprasteria, avec 32,2%. LR, UDI, Divers Droite, 21,5%, vous le voyez. Le FN, 14%. La France Insoumise, 11%. Le Parti Socialiste et ses alliés, 10,2%.
Voilà, on a vu raz-de-marée, effectivement, pour la République En Marche.